Je m'appelle Cyriac, j'ai 22 ans, et on m'a toujours appris que la sagesse venait avec l'âge. Pourtant, j'ai vite compris que le plus important n'est pas la quantité d'expériences vécues, mais bien leur qualité. À chaque épisode, je reçois un jeune au parcours extraordinaire. Alors ils sont artistes, entrepreneurs, artisans, sportifs, engagés pour une cause, ou ont fait des choix de vie hors normes, mais ils ont tous un parcours atypique qui a forgé leur sagesse. Dans notre jeunesse, il y a une forme de renouveau, comme s'il y avait quelque chose dans l'air, dans l'eau, dans leur gène. Alors, que vous soyez en train de travailler, dans votre voiture, votre lit ou le métro, bienvenue. Vous écoutez le Gen Z. On nous a toujours appris plein de gestes pour être écolo, que ce soit trier ses déchets, baisser le chauffage, prendre le vélo, un peu moins l'avion d'ailleurs, éteindre la lumière. Mon invité du jour, lui, il a trouvé une solution beaucoup plus simple et avec beaucoup plus d'impact. Ne rien faire, ou presque, il suffit d'attendre, j'y reviendrai dans un instant. Il a rêvé d'être directeur de parc d'attractions étant jeune, puis directeur de cirque, réalisateur, puis travailler dans l'hôtellerie. En bref, ça a toujours été un entrepreneur dans le fond. Plus tard, au-delà de ses rêves d'enfant, il se tournera vers la création de sites internet ou l'organisation de soirées à Paris. Toujours un entrepreneur dans le fond. Et en parlant de fond, à 22 ans, il fonde Goodvest sur une idée qui ne pouvait pas être plus dans l'air du temps, épargner de façon responsable. En 2024, Goodvest, c'est plus de 6000 clients, 50 millions d'euros sous gestion, le meilleur lancement d'assurance vie digitale qu'on ait connu. Plus de 10 millions levés il y a quelques semaines. Yannick Jadot disait « L'écologie, ce n'est pas prendre une douche froide dans le noir une fois par semaine ». Joseph, j'ai une question pour toi. Est-ce que le nouveau moyen d'être un écolo moderne, c'est finalement de ne rien foutre ? Alors non, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Il y a des gestes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Voter, épargner son argent de manière éco-responsable, il y en a sûrement plein d'autres. Mais c'est important aussi de faire les gestes qui sont un petit peu relous à côté. Joseph, je le disais à l'instant, donc tu as cofondé Goodvest. Comment t'es arrivé sur le sujet de l'écologie ? C'est quoi le premier souvenir que tu as en tête sur ton rapport à l'environnement, à l'écologie, au climat ? Bon, je pense que c'était très jeune, parce qu'en fait, on parlait déjà d'environnement et d'écologie en école primaire, je m'en souviens. Et comme quand on est jeune, on a tendance à vouloir répéter tout ce qu'on apprend à l'école. Et donc, je faisais un peu la leçon à mes parents en leur disant, voilà, il faut éteindre la lumière ou des choses comme ça à la maison. Et donc, c'est le premier souvenir que j'ai, mais en réalité, la vraie prise de conscience, je l'ai eu un peu plus tard, pendant le Covid, en fait, pendant mon master, où j'avais pas mal de camarades qui étaient très engagés et qui m'ont sensibilisé sur ces sujets. Et le Covid, qui était un moment de déconnexion, de prise de recul avec les différents confinements, m'ont fortement fait avancer là-dessus, quoi. Dans tes souvenirs, c'est quoi le premier moment où tu t'es dit je suis un entrepreneur ? Est-ce que tu penses qu'au fond, tu as toujours su que tu voulais entreprendre ? Est-ce que c'est venu assez tard pendant tes études ? C'est venu assez tard, en fait. Je pense que j'ai toujours su que je voulais pas travailler pour quelqu'un. J'ai toujours eu des petits problèmes avec l'autorité, que ce soit parentale. Et donc ça a toujours été en moi, mais je l'ai compris assez tard, en fait, après avoir eu plusieurs expériences entrepreneuriales. T'en as parlé pendant l'intro avec les sites internet, la réalisation de courts-métrages. J'ai fait la vraie première expérience qui a généré du revenu, c'était l'organisation d'événements à Paris, où j'en ai fait une trentaine, qui ont rassemblé en tout autour de, je pense, 15-20 000 personnes. Donc ça, c'était la première expérience entrepreneuriale et j'avais pas conscience encore que c'était ça qui m'intéressait. Je pensais que c'était l'événementiel en soi. Et après m'en être lassé, je m'en suis rendu compte qu'en fait je voulais créer un business absolument, et donc c'est pour ça qu'à l'issue de mes études que j'ai fait en Suisse à l'École de Lausanne, j'ai enchaîné avec un master en entrepreneuriat, et c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, je sors de ce master en créant un business, quoi. Et donc en 2020-2021, Goodvest, comment t'es arrivé sur le sujet de Goodvest et c'est quoi le parcours une fois que t'as eu l'idée, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors l'idée, je l'ai eue pendant le premier confinement. On parlait beaucoup d'épargne. C'était un sujet dont on en parlait beaucoup dans les médias, parce que les Français, comme partout dans le monde d'ailleurs, étaient bloqués chez eux, ne pouvaient pas dépenser. Donc l'épargne s'accumulait. On entendait tous les mois collecte record sur les livrets A. Et en même temps, on parlait beaucoup de transition écologique. Et donc comme
comme pas mal de monde, j'ai décidé de placer mon épargne à ce moment-là. Et je voulais la placer de manière éco-responsable. Donc, je fais quelques recherches et je me suis rendu compte que c'était un calvaire et qu'il y avait beaucoup de greenwashing, qu'en fait, les fonds labellisés ISR pour investissement socialement responsable, donc qui sont censés être des fonds verts, avaient parfois en première position le leader des énergies fossiles. Et je me suis dit, ah tiens, ça c'est quand même pas si vert que ça. Et donc, on peut peut-être faire plus vert et plus simple pour les épargnants pour s'y retrouver et investir en accord avec leurs valeurs. Et donc, c'est comme ça que l'idée est née, en regardant aussi ce qu'ils pouvaient faire à l'étranger, parce qu'on avait des solutions similaires qui existaient au Royaume-Uni, en Suisse ou bien aux États-Unis. Et pourtant, il n'y en avait pas au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est comme ça que l'idée est née. Et après, il y a eu de très nombreuses étapes. Trouver un associé qui était complémentaire, parce que je sais pas coder. Okay. J'utilisais quand j'ai fait des sites internet, j'utilisais des éditeurs de sites web. Ok. Et utiliser des éditeurs de sites web pour faire un site web, ça marche, mais quand on veut faire une application d'investissement, ça marche pas. C'est beaucoup plus complexe. Donc la première étape, c'est de trouver un cofondateur. Ça a été un petit peu long. C'est des profils qui sont assez recherchés, les développeurs. Surtout les bons. Surtout les bons, exactement. Et puis, difficile de juger de quel développeur a les capacités de faire ce qu'on veut faire. Parce que toi, tu n'es pas du tout tech à la base. Moi, je ne suis pas du tout tech. Et donc, j'ai demandé à mon associé actuel de faire un site vitrine, le nouveau site vitrine de Goodvest, qui était en phase de pré-inscription à l'époque. Et c'était un peu mon test pour voir s'il allait savoir le développer, quoi, en regardant un peu aussi ses expériences. Et c'était le 3e ou 4e cofondateur potentiel que j'ai rencontré à ce moment-là. Donc ça a pris un petit peu de temps, c'était peut-être l'étape la plus longue. Et ensuite, il a fallu trouver un partenaire assureur qui assure les placements, qui est le dépositaire en quelque sorte. Parce que juste pour bien comprendre le modèle, aujourd'hui, vous collectez et donc vous gérez les fonds pour les clients particuliers. Et derrière, vous les placez dans des fonds d'investissement que vous avez labellisés, c'est ça ? Voilà, en fait, c'est à peu près ça. On a analysé un peu plus d'1 millier de fonds d'investissement dits durables chez Goodvest. On les a filtrés pour arriver à 3 à 5% de ces fonds qui passent nos critères. Donc, grosso modo, entre 30 et 50 fonds. Et ensuite, on crée des portefeuilles sur mesure pour nos clients pour que ça réponde à leurs objectifs de rendement, leur profil de vie et également leurs valeurs. Et en fait, l'argent n'est pas stocké chez Goodvest. Il est stocké chez un assureur partenaire qui est pour le coup Generali, pour des raisons de sécurité évidentes. Ce qui fait que si jamais il arrive un problème à Goodvest et que la boîte fait faillite, par exemple, ce qui pour l'instant ne devrait pas arriver, mais voilà, c'est quand même important de le dire, il n'y a aucun risque pour les épargnants parce que l'argent est stocké chez un assureur partenaire. Ok, super clair. Je te propose de parler des banques. Quand elles vous ont vu arriver, est-ce que tu as eu des réactions particulières ? Est-ce qu'elles vous ont vu comme un concurrent ? Est-ce que dans leur stratégie de greenwashing, elles se sont dit on va croire en eux ? Est-ce que vous avez des banques dans vos actionnaires aujourd'hui ? Parce que vous êtes finalement en concurrence frontale. L'argent que les particuliers mettent chez vous, ils ne le mettent pas dans les banques historiques françaises. Complètement. On n'a pas de banque parmi nos actionnaires. Vous en avez démarché ? Non, on n'en a pas démarché. Il y en a quelques-unes qui ont des fonds d'investissement, ils sont venus nous voir et on a accepté de leur parler. Mais ce n'était pas dans la stratégie de les faire rentrer. Et en fait, le marché de l'épargne est très fragmenté. Certes, on pense tout de suite aux banques, mais en général, en fait, les banques ne placent pas directement l'argent. Elles vont passer par un assureur qui parfois leur appartient. Par exemple, BNP Paribas, ils ont Cardiff. Chaque grosse banque a généralement son assureur. Il y a aussi les conseillers en gestion de patrimoine. Il y a des courtiers en investissement, dont certains sont assez connus, Meilleur Taux, Meilleur Placement, Lynxea, Yomoni, etc. Donc en fait, c'est un marché qui est très fragmenté. Donc les banques ne sont pas vraiment nos seuls concurrents. Elles nous ont vu arriver d'un œil qui était, je pense, assez neutre. Elles sont assises sur un tas d'or. L'innovation ne fait pas partie vraiment de leur stratégie. En tout cas, c'est très compliqué pour elles d'innover, à moins d'avoir... et elles ont toutes d'ailleurs leur néobanque. Et c'est plutôt avec ces néobanques-là qu'elles cherchent à innover. Nous, on considère qu'on n'est pas vraiment en concurrence avec elles. Aujourd'hui, les jeunes ont tendance à pas forcément placer leur argent auprès des banques, parce que le service n'est pas forcément de qualité auprès des conseillers. Les frais sont très élevés, il y a peu de transparence. Donc voilà, après, on a eu des relations avec ces banques. On a 3 des plus grosses, même 3 ou 4 des plus grosses banques, notamment leur partie banque privée, gestion privée, qui nous ont invités pour qu'on échange avec elles,
pour voir s'il y avait des choses à faire. Et je pense qu'ils font leur travail de faire de la veille. Les banques privées vont avoir surtout en gestion de fortune, donc la branche d'au-dessus de la banque privée, vont avoir un minimum d'attention aux attentes des clients et vont chercher un peu à innover et répondre aux attentes, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la banque retail, honnêtement. Donc c'est pour ça qu'on a eu des contacts avec elle. Aujourd'hui, Joseph, on parle beaucoup d'impact, que ce soit dans les entreprises, dans la vie de tous. Comme je le disais pendant mon introduction, historiquement, être écolo, ou en tout cas être engagé pour le climat, c'est faire des gestes très concrets au quotidien. C'est quoi l'impact, finalement, très concret sur le climat de placer son argent? Pourquoi le faire, placer son argent de manière responsable par rapport à couper l'eau pendant que tu te brosses les dents, pour le caricaturer? En fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais l'économie entière est financée par notre épargne. L'impact principal que les hommes ont sur le climat, en fait, c'est l'impact des entreprises. Et ces entreprises, elles sont financées donc, par des institutionnels, mais aussi beaucoup par des particuliers. L'épargne des Français, c'est 6 000 milliards d'euros. On sait qu'il faut des quantités astronomiques d'argent pour financer la transition écologique, pour financer les énergies renouvelables. Et en fait, cette épargne, si on la mobilise pour la transition écologique, pour financer la transition écologique, on peut avoir un impact énorme et accélérer énormément le développement des entreprises qui sont engagées dans la mobilité propre, dans les énergies renouvelables. Au contraire, aujourd'hui, notre argent est massivement investi vers les énergies fossiles et en fait, on va soutenir le désastre écologique qu'on est en train de vivre en finançant des projets de développement des énergies fossiles, des boîtes qui ne sont pas du tout compatibles avec l'accord de Paris. Et c'est dommage parce que c'est un geste qui n'est pas si compliqué que ça, qui d'ailleurs ne rapporte pas moins, qui peut rapporter plus, qui est moins risqué sur le long terme parce qu'en fait la transition écologique elle va se faire et les acteurs qui s'engagent pas, qui prennent trop de temps pour s'engager vont sur le long terme perdre des parts de marché voire disparaître. Donc c'est essentiel de le faire et c'est un des gestes qui a le plus d'impact. En fait les gestes éteindre la lumière, prendre des douches un peu moins chaudes, ça a rien de l'impact, c'est important de les faire. En fait les gestes principaux qui ont de l'impact ça va être notre droit de vote, le fait de voter pour des politiques qui vont s'engager, ça va être de choisir une entreprise qui est engagée en démissionnant d'une entreprise qui est dans les énergies fossiles et en envoyant des signaux forts comme ça. C'est comme ça qu'on fait que le top management va bouger. Et c'est pareil auprès des actionnaires. On peut faire bouger une entreprise en étant un actionnaire et en fait on est tous actionnaires sans parfois même le savoir via notre épargne. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui n'a pas beaucoup d'argent sur son impact? Moi, je me repenche il y a quelques années, quand tu es étudiant, que t'es pas fauché, mais que t'es pas riche comme Crésus. Comment tu peux mesurer ton impact en épargnant, même si c'est 50 euros? Vous commencez à combien par mois? Alors nous, on commence le minimum d'investissement, c'est 300 euros si un épargnant met 50 euros par mois, ou alors 1000 euros si c'est en one shot. Ok, bon, ce qui peut être relativement accessible, 300 euros puis 50 euros par mois. Est-ce que ça a un vrai impact finalement? Je pense que c'est légitime comme question, parce que tu le vois pas cet impact par rapport à ce que je disais, couper l'eau ou baisser le chauffage. En fait, avec quelques centaines d'euros, on a déjà un impact conséquent. C'est un petit peu différent sur l'investissement, mais on estime que ramener au client le bilan des grandes banques françaises, en moyenne par client, c'est 11 tonnes de CO2 par an. C'est pour environ 25 000 euros déposés sur un compte bancaire. Donc on voit qu'en fait, avec quelques milliers d'euros et quelques centaines d'euros, on peut commencer à économiser quelques tonnes de CO2 ou demi-tonnes de CO2. Donc c'est important de le faire, mais surtout, c'est un signal très fort qui est envoyé à l'industrie financière parce qu'en fait, les épargnants, les jeunes épargnants, qui sont des étudiants ou des jeunes actifs, ça représente le futur de l'épargne. En fait, l'argent change de génération en génération. Et aujourd'hui, si c'est les plus de 60 ans qui ont la majorité de l'épargne, dans 10 ans, ce sera la génération d'avant et ainsi de suite. Donc c'est important de prendre date et d'envoyer un signal fort. Donc oui, c'est important, même si c'est quelques centaines d'euros, de se mobiliser. Joseph, un tout autre sujet, je le disais, tu as 26 ans aujourd'hui, tu diriges une entreprise d'une trentaine de personnes, tu sors d'une levée de fonds de 10 millions il y a quelques semaines que vous avez annoncé. Qu'est-ce que ça fait d'être jeune, très jeune, à la tête d'une boîte qui fonctionne comme les plus gros et qui a les enjeux des plus gros, qui a plus de 6 000 clients? Est-ce que tu t'en sors? Écoute, oui, ça s'apprend au fur et à mesure, ça s'est pas fait en un jour, heureusement. Mais en 3 ans,
Au début, je pense qu'il y a quand même un syndrome de l'imposteur que pas mal d'entrepreneurs ont. Moi, je l'ai eu même avant d'entreprendre, hein, je pense. Hein, quand je suis rentré à faire mes études en Suisse, puis après à HEC, je me suis dit, oula, qu'est-ce que je fais là? Enfin, est-ce qu'ils ne sont pas trompés dans le process de recrutement? Est-ce que j'ai ma place ici, tu vois? Après, pareil, quand tu crées ta boîte, quand tu rentres dans un incubateur, quand tu fais ta première levée de fonds, puis la deuxième. Et en fait, au fur et à mesure, tu regardes derrière, et puis tu regardes derrière l'épaule et tu te dis, en fait, j'ai bien exécuté, ça s'est très bien passé. Donc, ça doit peut-être pas être un hasard. J'ai peut-être pas eu 150 coups de chance d'affilée. D'ailleurs, il y a aussi des échecs dans le parcours. Et donc, le syndrome de l'imposteur disparaît. Et je pense qu'aujourd'hui, je l'ai quasiment plus, quoi. Donc, ça s'apprend et c'est avec le temps que ça se fait. Et manager des personnes, est-ce que tu as des personnes plus âgées que toi dans ton équipe, je suppose? C'est quoi ton rapport au management aujourd'hui chez Goodvest, même dans la vie? C'est un sujet dont moi, je parle beaucoup parce que ton manager, c'est une des personnes que tu vois le plus dans ta vie, que tu le veuilles ou non. Toi, tu es relativement jeune, c'est la boîte que tu as créée aussi, donc ça rajoute une nouvelle que tu as créée, que tu diriges, dont tu es cofondateur et donc dont tu as un intérêt dans la boîte directement. Comment tu t'en sors au quotidien de manager des personnes qui soit sont très jeunes, soit sont beaucoup plus âgées? Pour moi, ça fait pas vraiment de différence. Mon job, ça va être de recruter des personnes qui sont meilleures que moi dans leur domaine. Donc, ils ont leur expertise et je leur fais confiance sur leur expertise. Après, ça va être de les challenger, de leur donner des idées, de les faire travailler bien entre elles, entre les différents pôles. Et donc, pour moi, il n'y a pas de différence de manager quelqu'un qui a mon âge, 26 ans, ou qui en a 10 ans de plus, 36. Et je manage plus des personnes qui sont extrêmement juniors, parce que maintenant on a des tas des N-1, N-2, et donc ces personnes-là qui sont beaucoup plus difficiles à manager. Au début de Goodvest, on était obligé de faire appel on avait quelques CDI qui avaient notre âge ou un peu plus, mais on avait aussi des alternants qui étaient plus jeunes. Et là, le management est plus compliqué, surtout quand c'est des profils qui ont leur première expérience professionnelle. Et aujourd'hui, on a des processus de recrutement qui sont beaucoup plus aboutis, et donc c'est plus simple. C'est beaucoup plus simple de manager et de bosser avec quelqu'un qui a plus d'expérience que quelqu'un qui est très junior. Qu'est-ce que tu as appris, si tu avais des facteurs de succès, ou en tout cas des tips à donner en management sur manager dans ce nouvel environnement, sur en plus un sujet qui est nouveau, où je suppose que tu as besoin de métiers spécifiques, à la fois les métiers de l'investissement, mais tu as aussi besoin de métiers autour de l'environnement, qui sont des nouvelles filières qui n'existaient pas il y a 10 ans. Est-ce que tu as des tips, des choses que tu as appris que tu peux partager sur le management et sur toi? Est-ce que c'est une connaissance de soi? Est-ce que c'est une connaissance de l'autre? Je te laisse répondre, je ne vais pas répondre à ta place. Alors, je pense que ce qui est le facteur clé de succès, c'est le recrutement, en fait. C'est important d'avoir un bon process de recrutement, de bout en bout, sur différents sujets, sur l'expertise, mais aussi sur le fit humain, mais aussi le fit de l'entreprise. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler en start-up ou dans une entreprise, qui ont besoin de travailler dans une plus grosse structure parce qu'ils ont un cadre qui est mieux défini. Et on a fait quelques erreurs de recrutement, pas beaucoup chez Goodvest. On a eu depuis le début 3 CDI qui ne sont plus là aujourd'hui. Un, parce que la structure ne lui correspondait pas. Il n'avait jamais travaillé dans une PME ou encore moins dans une start-up. Et en fait, il avait besoin d'un cadre mieux défini. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu savoir avant le recrutement. On a eu aussi un profil qui était en fait une entrepreneuse, et on cherchait une entrepreneuse pour ce poste, mais qui était trop entrepreneuse, qui avait besoin vraiment d'être la CEO. Ouais. Et donc voilà, le poste n'était pas dispo. Donc elle a pensé à le libérer pour elle. Elle a préféré partir. Et je pense aussi que c'était pas le secteur qui l'a passionné le plus. Et qu'elle était à une période de sa vie aussi où peut-être qu'elle elle savait pas exactement ce dont elle avait besoin pour s'épanouir dans sa carrière pro. Et enfin, il y a une troisième personne où là, c'est juste qu'au début, elle convenait, et au bout de 3 ans, l'évolution n'était pas la même que la structure, et donc elle préférait partir, ce qui nous arrangeait pas mal, pour être honnête. Donc le process de recrutement, je pense que c'est l'élément clé, et ne pas recruter trop vite. Faut pas se précipiter, chercher à combler un poste.
je pense que plus la boîte évolue, en fait, c'est les talents aussi qui vont faire le poste. Ouais. Et donc, c'est important d'entretenir, tu vois, de réseauter, quand vous rencontrez des personnes qui sont intéressantes, qui sont bonnes dans leur métier, même s'il n'y a pas de besoin aujourd'hui de garder des relations avec elles, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans 6 mois, 1 an. Et donc, le facteur clé, c'est le recrutement. En fait, le management, c'est bien, il faut avoir des suivis réguliers, la communication, c'est essentiel. Mais ce qui compte au début, c'est le premier filtre, quoi. Ce qui est drôle dans ce que tu dis, c'est que tu mets beaucoup la responsabilité sur l'entreprise, sur on aurait pu le voir, j'aurais pu le voir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce rôle, ce rôle très personnel, particulier, qu'on a chacun de se connaître, de savoir ce dont on a besoin? On ne peut pas se reposer en permanence sur l'entreprise pour se dire l'entreprise doit savoir si je suis au bon poste au bon moment. C'est aussi le rôle de tout à chacun de se connaître finalement. T'as pas ressenti ça certaines fois, d'avoir l'impression de devoir gérer la vie de personnes à leur place? Non, pas vraiment. En fait, nous, à ce stade de l'entreprise, on veut des entrepreneurs et on est tous dans le même bateau, on va tous dans la même direction. Et c'est l'intérêt collectif qui prime en fait, sur l'intérêt individuel, et c'est la réalité, tu vois. Chaque personne a ses projets perso, t'en as qui vont vouloir éventuellement quitter Paris. Bon, on leur dit, écoute, là, à ce stade de l'entreprise, sur ton poste précisément, c'est pas possible. On pourra en discuter dans 2 ans et l'entreprise sera plus mature, et là, peut-être qu'on fera plus, peut-être que l'intérêt individuel primera plus qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Et notre job, justement, dans le processus de recrutement, c'est de recruter des personnes qui acceptent ce sacrifice, entre guillemets, qui leur est bénéfique, parce que, par exemple, chez Goodvest, tous les CDI ont des BSPCE, et forcément, le succès de Goodvest va représenter une part importante de leur développement professionnel, de leur carrière professionnelle. Si aujourd'hui, si on les recrute, je prends l'exemple d'Alban, qui est notre première CDI, qui est encore là, qui est notre Head of Care. Si elle arrive chez Goodvest en Head of Care, et que dans 10 ans, Goodvest, c'est 500 personnes, je ne dis pas que ça le sera, et qu'elle est toujours Head of Care avec une équipe de 30 personnes, elle aura fait un énorme bond de carrière, et elle aura eu intérêt. Et en fait, son intérêt personnel aura été l'intérêt collectif, quoi. Très clair. C'est quoi ta lecture aujourd'hui en tant que CEO d'une boîte, de l'engagement des collabs que tu as autour de toi? Est-ce que tu as l'impression que le rôle d'engagement, de sens, de valeur, on en parle beaucoup, repose en grande partie sur toi en tant que dirigeant, ou c'est même ça va plus loin, c'est dans la mission de la boîte? Et je fais juste le comparatif par rapport aux grands groupes où les dirigeants sont nommés, ne sont pas à l'origine de la mission de la boîte, de son histoire, et ils arrivent et essaient d'incarner, de pseudo-incarner les valeurs et l'âme plus que les valeurs de la boîte. Est-ce que tu as l'impression que chez Goodvest, c'est aussi en partie toi et ton associé qui incarne la mission de la boîte, ou ça va plus loin et c'est vraiment cette mission supérieure qui est le climat et l'écologie? Bon, c'est un petit peu les deux en réalité. Goodvest, on est une entreprise à mission, on a défini des valeurs ensemble avec toute l'équipe. Alors, il se trouve que c'est aussi celle que j'avais en tête. Donc, est-ce que j'ai réussi à les insuffler dans l'équipe? Probablement, hein. Mais en tout cas, on s'y retrouve, et tout le monde est plutôt d'accord avec ces valeurs. C'est l'engagement environnemental, l'engagement des effectifs dans la mission de Goodvest, c'est la première valeur. La transparence, qu'on retrouve à la fois dans la gestion de l'entreprise, dans le management, donc les informations qui circulent bien au sein des équipes, et la transparence qu'on a vis-à-vis de nos clients sur l'impact environnemental de Goodvest, de leur portefeuille, dans quoi ils sont investis, sur la tarification, une transparence vraiment sur tout. Et la troisième, c'est sur le partage, donc le fait de partager la création de valeur au sein des équipes, ou on a ce plan de BSPCE qui est très important. On a aussi ouvert notre capital lors de la première levée de fonds à nos clients, qui donc peuvent bénéficier personnellement, en fait, du développement de Goodvest, en étant actionnaire de Goodvest, et aussi en donnant auprès de différentes ONG, même si on n'est pas encore rentable, une partie du chiffre d'affaires. Par exemple, sur l'ouverture des contrats Goodvest Kids, lorsqu'un parent ouvre un contrat pour son enfant, on donne 10 euros par contrat à l'ONG Care, et même si ça représente maintenant ça représente quand même quelques milliers d'euros, si on continue à le faire d'année après année, ça va représenter un impact concret pour des enfants dans des pays émergents. Et donc,
ces valeurs, on les incarne, et en fait, c'est un peu les deux, quoi, pour répondre à ta question. Merci Joseph, je te propose qu'on passe à la deuxième partie. Joseph, on parlait d'engagement. Tu es engagé, tu as une entreprise engagée, on est dans un monde engagé. L'âge moyen de vos clients chez Goodvest, tu me disais, c'était 34, 35 ans, ce qui est relativement jeune par rapport au marché de l'épargne où tu le disais au tout début. Les jeunes ne sont pas ceux qui épargnent le plus parce que par nature, ce ne sont pas ceux qui ont mis le plus de côté qui se posent ces questions. Pour commencer, je te propose un petit jeu. Je suis grand fan des tests L, un peu sur les petits quiz pour savoir si tu es vraiment écolo et quel type d'écolo tu es. Ces 6 questions, ça va relativement vite. Je te propose 3 réponses à chaque fois. Pour toi, faire le marché, c'est un vrai plaisir, synonyme de vacances quand on a le temps. Tout nouveau, j'y vais depuis peu. Faire le marché ? Ouais. Est-ce que tu es déjà allé faire le marché ? Ça fait longtemps. C'était avec mes parents. Je sais pas laquelle des réponses c'est, mais ça fait longtemps, quoi. La réponse D, ok. Le prix élevé des aliments biologiques, je trouve que c'est justifié. Il est la valeur de la qualité et de la traçabilité. Exagéré, il s'agit d'un luxe que tout le monde ne peut pas se permettre. Ou normal, et plus il y aura de consommateurs, plus les prix baisseront. Moi, je pense que c'est la réponse C. Ok. Pour réduire son empreinte sur la planète, l'être humain se doit d'apprendre à moins gaspiller, de moins consommer ou de faire plus attention. Alors, je n'ai pas écrit ça. C'est les 3. Si tu dois en choisir une. Moins gaspiller, moins consommer ou faire plus attention. Faire plus attention. Je pense que c'est faire plus attention. Parce qu'en fait, il faut moins consommer, mais il faut surtout consommer différemment, donc avec d'autres sources d'énergie, avec des produits qui durent plus longtemps, peut-être acheter des choses plus chères, qui ne sont pas jetables et qui vont durer plusieurs années. Donc je dirais que c'est faire plus attention. Ta retraite, tu l'imagines dans une grande maison, à vivre en colocation avec tes vieux copains, entouré de tes proches, donc sûrement en ville, dans une destination exotique, loin de tout. J'irai loin de tout, mais pas dans une destination exotique. Parce que non, pour moi, c'est une destination qui ne va pas être en ville, mais proche d'une ville avec un transport décarboné. Donc, tu vois, avec un TGV qui me permet de rentrer à Paris et voir des personnes qui sont encore à Paris. Ok. Le téléchargement illégal, je le fais ou je le faisais parfois, mais en culpabilisant. C'est génial. Ou ce n'est pas mon truc, je préfère le téléchargement payant. Ce n'est pas très cher et cela me permet de rémunérer les artistes. C'est la réponse A. Je le faisais quand il n'y avait pas de solution qui permettait de payer à un prix raisonnable, comme par exemple là on a aujourd'hui avec les plateformes de VOD. Donc je le faisais avant que Netflix arrive en France, quoi. De toute façon, et c'est la dernière question, la conscience écologique est devenue 1. Nécessaire si l'on veut préserver la planète pour le bien de nos enfants. 2. Hyper tendance. 3. Une nouvelle pression sociale. La réponse A. Nécessaire. Ouais. Nécessaire. Joseph, je voulais qu'on parle aujourd'hui de jeunes et de climat. J'ai cette sensation, et tu me diras ce que tu en penses, que on remet, et surtout les entreprises au niveau corporate, remettent la responsabilité et le besoin de s'engager, de mettre de l'impact, de l'environnement, un peu, même très souvent en greenwashing, sans réelle mission d'entreprise. Enfin, si tu fais du conseil, ton impact environnemental, il est relativement neutre sur le papier, mais on va rajouter pour attirer les jeunes ou se donner bonne conscience ou pour les investisseurs. Parce que les entreprises sont persuadées que c'est aujourd'hui ce que les jeunes recherchent. Et pour autant, moi, dans ma vision des choses très perso, j'ai pas l'impression que les jeunes fassent des gestes pour l'environnement. Too Good To Go, qui est l'application sur laquelle on récupère des paniers qui sont destinés à être jetés, la réalité c'est que c'est pas cher et ça permet de faire avoir des grosses quantités de courses pour pas cher. Vinted, on dit que les jeunes y vont pour la seconde main, mais non, pareil, la plupart, et d'ailleurs aujourd'hui c'est souvent détourné, y vont parce que c'est moins cher. Quelle est je pourrais te donner d'autres exemples, mais quelle est ta lecture de ça ? Est-ce que tu penses que vraiment les jeunes sont engagés pour le climat ? Est-ce qu'ils sont prêts à faire des sacrifices sur leur vie perso ? Dernier sujet, tu vois, chez Goodvest, on en parlait, vos taux sont à peu près équivalents, ou tu le diras d'ailleurs, tu le diras mieux que moi. Est-ce que si les taux étaient moins élevés, tu penses que vous arriveriez à attirer quand même des clients seulement sur le prétexte que c'est responsable ? Évidemment, si c'est plus intéressant de consommer de manière éco-responsable, les gens vont le faire. Et le but, c'est que les entreprises arrivent à le rendre plus intéressant sur le plan économique ou plus tendance, si on parle de mode, par exemple.
Donc c'est super important. Une partie des écolos engagés le fait clairement pas pour un intérêt économique, puisque consommer bio, l'exemple opposé existe, tu vois, consommer bio, ça coûte plus cher. Consommer local, pareil. Prendre le TGV pour aller en week-end ou en vacances, ça peut coûter parfois beaucoup plus cher que prendre l'avion. Et ça peut être plus long aussi. Ça peut être vraiment moins confortable. Et pourtant, les TGV n'ont jamais été aussi pleins. Et tu as plein de liaisons en avion en France qui sont supprimées. Pas uniquement parce qu'elles sont plus légales, parce qu'on sait qu'il y a très peu de lignes en fait, qui ont été supprimées pour des raisons réglementaires, parce que ça a été pas mal contourné, mais en fait parce que les gens prennent moins l'avion pour des trajets très courts, même si ça coûte moins cher. Donc je pense pas que ce soit le cas, mais l'objectif c'est de rendre l'engagement écologique plus accessible, et puis plus tendance aussi. Et les gens le font aussi pour leur conscience personnelle en fait. Et aussi vis-à-vis des autres. C'est plus tendance de rouler en Tesla que, je pense, rouler dans une voiture, dans un 4x4. Aujourd'hui, c'est un peu moins bien vu quand même. Donc non, les jeunes ne le font pas pour des raisons économiques. Et d'ailleurs, il y a certains placements qui sont éco-responsables qui peuvent rapporter moins. C'est pas notre cas sur notre classe d'actifs, mais je prends par exemple le livret de la Nef. Je ne sais pas si tu connais la Nef. La Nef, c'est une banque engagée qui propose pas de carte de paiement, mais qui propose un livret qui est très très peu rémunéré, qui est rémunéré moins d'1%. Je ne sais plus quel est le taux actuellement parce que ça change pas mal les taux en ce moment. Mais ça doit être moins de 0,5%. Et pourtant, ils ont plusieurs centaines de millions qui investissent sur ce livret, alors que ça a toujours rapporté moins que le livret A. Donc ça prouve qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui acceptent parfois même de gagner moins ou de dépenser plus pour s'engager. Est-ce que tu penses que la nouvelle génération et l'ancienne ont la même conscience écologique? Tu parlais au tout début de notre discussion de ton rapport à tes parents quand tu allais leur donner des conseils pour leur dire d'éteindre la lumière, de couper l'eau. Est-ce que tu vois une vraie différence dans l'engagement environnemental entre les deux générations, où on parle souvent d'effets d'époque ou d'effets de génération? Pour toi, l'environnement et la conscience climatique, c'est un effet d'époque ou de génération? C'est d'époque. Il y a clairement des différences d'engagement entre les générations. Notre génération et celle d'en dessous sont encore plus engagées que la nôtre. Plus on se rapproche des conséquences du réchauffement climatique, plus on est engagé. Mais tu as des personnes de 50, 60, 70 ans, 80 ans qui sont très engagées sur le plan climat. Nous, notre doyenne, elle a 91 ans chez Goodvest, notre cliente doyenne. Et on en a un certain nombre au-dessus de 60 ans. Donc, on a des personnes engagées dans toutes les générations, mais c'est de manière beaucoup plus forte auprès des générations les plus jeunes, c'est sans aucun doute. Et c'est nous qui aussi, notre génération, qui va contribuer à engager, et on peut changer d'engagement bien sûr, auprès de nos parents, auprès de nos grands-parents. Et souvent d'ailleurs, les clients les plus âgés chez nous ont été amenés en fait par leurs enfants chez Goodvest. Est-ce que pour toi l'écologie, ça doit tendre à ça? L'écologie, alors j'aime pas trop ce mot, je sais pas comment tu le définirais d'ailleurs, mais ça doit tendre justement à annuler la différence entre le prix du responsable, en tout cas le prix ou le coût, même le coût de temps, le coût d'opportunité du responsable et du non responsable. Est-ce que pour toi demain le bio devrait tendre à avoir le même prix ou en tout cas se rapprocher au niveau du pouvoir d'achat du prix de l'agriculture classique? Est-ce que pareil sur l'épargne, on devrait avoir les mêmes taux si on fait du responsable ou non? Est-ce que tu penses que ça a un impact aussi? Le gouvernement doit avoir un impact là-dessus? Alors c'est une question très large et très politique, mais est-ce qu'on doit baisser la TVA? Est-ce qu'on doit baisser les taxes sur ces entreprises responsables? Est-ce qu'on doit les soutenir avec des financements particuliers? Alors le coût en fait il est ailleurs. Quand on consomme de manière irresponsable, parfois pour moins cher, le coût il va être ailleurs, il va se payer en conséquence. Les assureurs aujourd'hui en France ont une démultiplication des coûts liés aux catastrophes naturelles, mais à des, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je les côtoie avec mon métier assez régulièrement, et les chiffres qu'ils m'ont donnés étaient
était très impressionnant. On parle d'une multiplication par 10 du coût lié au réchauffement climatique, des catastrophes naturelles sur les dernières années. Et donc, le coût, il va être de plus en plus important. Et donc, en fait, il faut trouver des mécanismes pour que la consommation change et qu'on arrive à limiter le réchauffement climatique, parce que le coût, on va le payer ailleurs, en fait. Merci beaucoup, Joseph, pour tes réponses. Peut-être une dernière question sur l'épargne, pour revenir à ton sujet numéro 1. C'était mon introduction, dire pour être écolo, maintenant, vous n'avez plus rien à faire, mis à part attendre. À ton avis, il va falloir attendre combien de temps pour que l'épargne et le financement global dans le monde, en France, soient responsables? À quel moment on se dira tous, que ce soit les pouvoirs publics, les banques, ou en tout cas ceux qui ont les fonds pour investir, vont se dire il faut transitionner? Est-ce que ça a déjà été enclenché? Est-ce que c'est juste du greenwashing aujourd'hui et c'est pas assez? Alors, ça a clairement démarré. Si on regarde juste le nombre de fonds labellisés ISR, on parle de plus de 1000 fonds. Il y a une grosse partie de l'épargne aujourd'hui qui a une étiquette verte. Le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment verte dans la majorité des cas. Mais c'est en train d'arriver. C'est poussé par la réglementation qui est elle-même poussée par les ONG, par le grand public. C'est en train de bouger. Après, je parle de la France. La France a un impact important. L'Europe, c'est un impact important. À l'échelle mondiale, bien sûr, ça va prendre beaucoup plus de temps. Dans les pays émergents, c'est pas forcément la priorité pour des raisons qui peuvent se comprendre. Même si certains pays bougent plus vite, hein. On peut penser à certains pays en Afrique où il n'y a plus de sacs plastiques, alors qu'on en a encore, rien qu'en France en fait. Et donc, c'est en train de bouger. En France, je pense que dans 5 à 10 ans, déjà le greenwashing va devenir très compliqué, les labels évoluent. Il y a des condamnations qui ont lieu pratiquement toutes les semaines en Europe sur des sociétés de gestion, sur des banques, pour des faits de greenwashing. Et elles sont sanctionnées aussi par les consommateurs. Donc je pense qu'en France, on parle de 5 à 10 ans avant qu'il y ait vraiment un changement en profondeur, le temps aussi que les réglementations se mettent en place. En Europe, c'est à peu près similaire, parce qu'il y a beaucoup de réglementations qui sont au niveau également de l'Union européenne. Aux États-Unis, ça va dépendre aussi des prochaines élections. On est assez lié à ça, même si le changement il est enclenché peut-être moins en finance. Il y a des plans de financement très importants des énergies renouvelables. Sur le plan financier, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des États qui sanctionnent les sociétés de gestion qui sont engagées, par exemple, parce que c'est les États qui sont très producteurs d'énergie fossile, par exemple le Texas. Et dans les pays émergents, ça va être un temps qui est plus long, peut-être en dizaines d'années, quoi. Merci Joseph. Pour résumer, si vous voulez avoir un vrai impact, vous qui nous écoutez ou nous regardez, sur l'environnement, vous n'avez pas besoin, ou vous pouvez par ailleurs additionner les gestes du quotidien pour avoir un impact, et vous pouvez vous inscrire sur Goodvest. Arrête-moi si je dis une bêtise. À partir de 300 € par mois, 300 € d'entrée, puis 50 € par mois d'investissement pour avoir un impact réel sur le changement des investissements vers de l'investissement responsable. Et vous y gagnez tout autant que si vous investissiez dans... voire plus quelques années. Voire plus. Ouais, vous avez sorti vos résultats il n'y a pas longtemps. Merci Joseph. Pour conclure, j'aimerais te proposer de compléter mes phrases. Salut, je m'appelle Joseph Chauffatier. Et vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Ok. Aujourd'hui, j'étais invité dans l'émission de Syriac et c'était... C'était... je suis un mauvais élève là. Il va dire le mot horrible. On a parlé de... Écologie. Et de... Finance. Si j'avais un message à transmettre à la jeunesse, ça serait... J'aime pas cet exercice. Engagez-vous. Après l'enregistrement, je vais... retourner au bureau. Parce qu'il faut changer la finance. Et dans un prochain épisode, t'aimerais voir qui? Je pense que, un peu dans le même domaine, Eva Sadoun, qui est très engagée, pas uniquement sur le plan entrepreneurial, mais qui fait aussi des choses à côté. Et donc, je pense pas qu'elle ait 28 ans en moins, mais elle est intéressante, c'est clair. L'écologie, ce n'est pas prendre une douche froide dans le noir une fois par semaine, disait Yannick Jadot. Aujourd'hui, c'est aussi investir responsablement.
Merci beaucoup Joseph d'avoir passé cette un peu plus d'une demi-heure avec nous. Merci pour l'invitation.